23 mai 2022, nous commençons en tout cas la saison sèche, les couleurs s'annoncent déjà. Nous commençons également la semaine avec Chris Mukendi, l'actualité oblige. Il devrait y avoir congrès aujourd'hui pour la prestation des serments d'un des juges, en tout cas au niveau de la Cour constitutionnelle. Comme vous le savez, il y a un juge qui a été décédé et ces juges provenaient du Parlement, précisément les Sénats. Et selon les informations des dernières minutes, les services de communication de Mbosso nous signalent que le congrès ne va pas se tenir. On ne sait pas, c'est parce que le président n'est pas au pays. Le président séjourne actuellement au Burundi, le président est déjà de retour, ou bien le président a connu un empêchement, on ne sait pas, ou soit il y a guerre entre Mbosso et Bazoulou, parce que selon d'autres informations, il y a une sorte de guerre. En tout cas, Mbosso veut placer, selon ces informations, Mbosso serait en train de vouloir placer son homme de contrôle, également Bati aussi serait en train de vouloir placer son homme de contrôle. On va en parler, mais également l'actualité reste dominée par la réconciliation kantangaise. Joseph Kabila, c'est en tout cas des poignées avec M. Moïse Katumbi. Il y a eu même lavage des mains, on ne sait pas, mais ce sont des pratiques de l'église catholique. Là, c'est juste une réconciliation communautaire. On ne sait pas si ça va aboutir à une réconciliation également politique des alliances. Comme vous le savez, en politique, les alliances se font, se défendent et se refont. Même là, je salue mon DG Eric Wemba, exclusive, qui a titré aujourd'hui comme ça à la une. En tout cas, merci beaucoup à Belgodor, merci à Réveil, merci beaucoup à Fia Longela. Comme je vous disais, je reçois pour vous Chris Mukendi. Il est cadre au niveau de l'AFDC, secrétaire national adjoint en charge de la propagande. Il est venu parce que l'actualité concerne également Bazoulou étant que président du Sénat, mais également autorité morale de l'AFDC. C'est pourquoi il est venu ici. Je pense qu'on aura toutes les précisions parce que la population s'inquiète, se pose des questions. Mais il y a également une actualité, les débuts en tout cas aujourd'hui des épreuves préliminaires, si je pourrais dire comme ça, la dissertation au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, l'enseignement secondaire, pesté en tout cas à toutes nos chances et des réussites en tout cas à tous les élèves qui vont présenter cette épreuve aujourd'hui, la dissertation. Nous commençons cette émission. Merci beaucoup pour votre fidélité. Nous sommes en direct. Les numéros est là, plus 243 82 41 59 117. Chris Mukendi, comment vous allez? Très bien, cher Gamik. Merci pour l'invitation et aussi pour la disponibilité. Vous savez que nous sommes venus de manière urgente. Exactement. Parce que actualité oblige. Ouais. Il faudrait que les Congolais puissent prendre connaissance de ce qui se passe dans le pays. Donc c'est très important de pouvoir clarifier la situation. Voilà pourquoi on est là pour échanger avec les Congolais. On prend un biscuit de l'émission avec vous, Chris Mukendi. Il y a une information, en tout cas, la plupart des stades, je pourrais dire des stades municipaux, que le gouvernement à l'époque, je pense, les ministres, c'était Banza Moukala, et on avait initié des travaux de reconstruction, même d'aménagement de ces stades, en tout cas de ces terrains, jadis des terrains, aujourd'hui des stades municipaux. Depuis que les travaux ont fini, les Congolais n'ont pas accès à ces stades, à ces terrains, aujourd'hui stades municipaux. Là, je prends les stades de Bandalungwa, stade municipal de Bandalungwa. Il y a également un stade au niveau des beaux marchés ici de Barumbu. Et là, nous sommes en train de parler précisément de ces stades municipaux de Mbinza, de Delvaux. Chris Mukendi et son équipe sont descendus sur terrain pour voir comment est-ce que ça se passe. Chris Mukendi étant leader d'opinion de ce coin, Chris Mukendi a initié une activité parce que selon les informations à notre possession, en tout cas, il y a un bureau BSECO qui serait en train de faire payer aux habitants de ce coin, en tout cas aux jeunes. On ne sait pas avec ce qui se passe dans les sports congolais où nous voyons M. Martin Bakole qui a battu pratiquement Tony Yoka, où nous voyons les sports prendre de plus en plus de l'ampleur ici en République démocratique du Congo, mais il y a des autorités qui s'hasardent à fermer en tout cas certains terrains et certains endroits qui pourraient servir d'entraînement aux jeunes gens qui demain pourraient en tout cas être des Messi, des Ronaldo. Mais là, on oblige aux jeunes gens de payer une somme colossale pour entrer dans ces stades, pour jouer, pour utiliser. Aussi longtemps, ces stades ont été aménagés, réhabilités même, avec les frais
du contribuable congolais et c'est très triste, c'est déplorable. Vous allez voir comment est-ce que l'état actuel de ces stades, on a déboursé de l'argent, mais apparemment l'argent, on a jeté l'argent dans l'eau parce que c'est très déplorable. Les jeunes ne jouent pas dans ces stades. Vraiment, il y a de la brousse actuellement dans ces stades. Et ce n'est pas seulement en Binza, c'est également à Bandal. Nous prenons les images, Chris Mukendi sur terrain avec son équipe pour constater ce qui est maintenant l'état de ces stades municipaux de Delvaux. La population a réclamé l'ouverture, la réouverture, si je pourrais même dire comme ça, de ces stades et qu'on puisse cesser de ponctionner, d'exiger l'argent au peuple congolais, aux habitants de ces coins pour entrer, pour jouer, utiliser cette infrastructure de l'État. On suit cette image avec la régie et puis nous allons revenir juste après. eza cadeau ya moto akabeli moto te ezali mbongo tosombaka lipa ekotaka na kesa ya leta mbongo tokendaka na boutique ekotaka na kesa ya leta yango nde tongaki stade donc toza kosenga na bakonzi ya mboka mokonzi ya mboka président Félix Antoine Tshisekedi oyo azali kokunda mpona émergence ya jeunesse congolaise ya baleki na biso oyo azwa misa ya kopesa na ministre ya sport na premier ministre na bato nyonso bazali impliqué gouverneur na ville ya Kinshasa bazwa bamesure pour que stade oyo ezala accessible na bakongoli nyonso ezala mpe ya kofutela mbongo te parce que ata biso ko tobeta ndembo awa il faut kofuta mbongo biro moko ezali awa biro soki ya bato ya beseko bakoma kopercevoir mbongo mpona moto abeta ndembo awa loka mpe tozasala misolo ya kopesa te stade ekoti eboti ekomi zamba kala te bokuta bangando na kati kala te bokuta bantilope kuna tobandeki kosala chasse awa na kati ya Delvaux parce que ekomi zamba na kati donc etumba na biso ezali bafongola yango bafongisa yango pour que jeunesse congolaise azala na accès na stade awa tozali na stade ya Delvaux awa tozali na stade ya Delvaux nomo bomona matiti ndenge ekomi na stade awa activité moko te ezosalama na kati ya stade toza awa na stade ya Delvaux na ntongo ya lelo En tout cas, c'est très triste. Voyez-vous comment est-ce qu'on est en train de sacrifier l'avenir de tout un pays? Parce qu'aujourd'hui, si les Brésil, c'est à cause du football et plusieurs autres pays. Mais regardez des jeunes qui veulent jouer dans ces stades, utiliser les stades. On a déboursé de l'argent. 7 ans après, on ne sait pas utiliser et les stades se détériorent parce qu'il n'y a pas d'utilisation. Comme on dit en biologie, l'organe qui ne fonctionne pas s'atrophie. Et là, les stades, il n'y a pas d'activité et les stades, il y a la bourse. Mais on ne sait pas, on doit encore débourser de l'argent de l'État pour essayer un peu de rendre ces stades propres. Couper la bourse qui est là-bas, c'est très déplorable. On ne sait pas. Chris Mukendi, je ne sais pas, vous étiez là-bas sur terrain, c'est votre plaidoirie, la réouverture de ces stades, mais le vrai problème c'est quoi? Vous aviez déjà contacté les ministres des Sports, vous avez contacté les autorités sportives, les bourgmestres, ou bien c'est une première démarche que vous commenciez et puis vous allez contacter les autorités sportives pour en savoir plus sur ce qui se passe là-bas? Pourquoi est-ce que ces stades, maintenant, il faut payer de l'argent pour accéder? Merci beaucoup, très cher Gramik. Il faut dire qu'il y a de cela une année que nous avions eu à mener des démarches pour obtenir la réouverture de ces stades municipaux. Oui. Comme vous le savez, ce stade a été construit il y a de cela 7 ans. 7 ans. Nous, à Delvaux, on a le privilège d'avoir ces stades qui a été achevé, contrairement aux amis de Bandal, dont les travaux ne sont pas encore finis. Ils sont en cours. Et c'est abandonné, même pas en cours. Les travaux ont été abandonnés. Mais malheureusement, nous avons observé pendant les régimes passés que le stade n'a servi qu'à des fins politiciens. Je vois. Il y a les amis du PPRD qui ont utilisé ces stades pendant le régime passé. C'était sous l'ère Matata Pouno, je me rappelle. Justement, ils ont eu à utiliser ces stades pour des fins politiciens. Ils ont eu à organiser des tournois de football pour des acteurs politiques membres du PPRD. Mais pour les habitants de ces coins, accéder à ces stades
a été conditionné par le paiement pratiquement de $200. $200 par activité sportive. Ces jeunes-là vont avoir cet argent où? Voilà, donc c'est ce qui a fait. $200. Mais justement, c'est ce qui a fait que le sport est pratiquement mort à Delvaux. Exactement. Parce il n'y a plus de compétition. Il n'y a plus de compétition. Les premières divisions, voilà, deuxième, troisième. Voilà, il n'y en a plus. Et toutes les équipes de football qui jouaient là-bas, les équipes qui ont produit notamment Mbokani, beaucoup de joueurs qui sont devenus des professionnels aujourd'hui, sont des natifs de Delvaux, des natifs de Ngalema, et ces stades étaient leur terrain. Personne n'a été dans une école de football parmi tous ces grands joueurs-là. Exactement. Ils sont tous passés par les stades municipal de Delvaux. Donc aujourd'hui, ça fait pratiquement 7 ans que le stade est pris en otage par le BSECO. Donc, comme vous avez eu à le bureau central de coordination. Voilà, donc BSECO qui a eu à coordonner les travaux de la construction de ces stades. Donc aujourd'hui, la population de Delvaux, la population de Ngalema veut récupérer son stade parce qu'aujourd'hui, les phénomènes Koulouna commencent à prendre de l'ampleur à Delvaux, alors que ces phénomènes, il n'y en avait pas chez nous. Les jeunes n'ont plus d'activité. Les jeunes n'ont pas accès au terrain. Ils ne savent plus jouer au football. Pour les équipes de Delvaux, ils sont maintenant obligés d'aller de payer des transports pour se déplacer, aller vers des terrains qui sont à l'UPN. Voilà. Et nous savons déjà que ces équipes ne sont pas subventionnées par l'État. Donc ça fait que l'activité sportive est en train de mourir à Delvaux. La jeunesse n'a plus accès à ces terrains. Voilà pourquoi nous avons mené des actions les week-ends passés. Nous avons demandé à l'autorité numéro 1 du pays, parce que nous avons eu déjà à faire des démarches auprès du ministre des Sports, on a eu à faire des démarches auprès du bourgmestre de la commune d'Ngalema, on a eu à faire des démarches auprès du gouverneur de la ville de Kinshasa, mais nous n'avons obtenu aucune suite favorable. C'est comme ça que nous avons dit, il faut maintenant procéder à des manifestations pacifiques. Nous nous sommes dit, il faut maintenant organiser des marches pacifiques, tourner seulement autour du terrain. C'est ce que nous avons fait. On n'a pas utilisé la voie publique, on n'est pas allé sur la route de Matadi. On a fait seulement le tour du terrain, on a pris des images et aujourd'hui, en tout cas, il faut dire déjà que le bourgmestre de la commune d'Ngalema a appelé la délégation à le rencontrer. Donc nous croyons que déjà avec cette démarche-là, nous pensons que ça aboutira à ce que les stades puissent être remis à la disposition soit de la commune d'Ngalema. Nous déjà à l'époque, les jeunes de Delvaux avaient demandé à ce qu'on leur donne l'entretien du stade. Parce que c'est parmi les éléments, les facteurs qui font que les stades puissent être gardés encore par le BSECO. Nous avons dit cette manière de faire là, ça tue l'activité sportive. Mieux vaut donner à nous-mêmes qui sommes habitants de Delvaux, de la jeunesse de Delvaux, l'entretien de ces stades-là, nous aurons à nous en occuper. Donc, c'est ça notre plaidoirie. Et je crois qu'aujourd'hui, nous aurons à déposer des correspondances au niveau de la présidence de la République, auprès du ministre des Sports, ministre de la Jeunesse aussi, parce que je crois que le ministre de la Jeunesse devrait aussi... Yves Bunkoulou devrait s'intéresser de la question, parce que on ne peut pas comprendre, à la place de faire la promotion de la jeunesse, la promotion des activités sportives à Mbinza, à Ngalema, tout ça, nous sommes en train pratiquement de détruire cette jeunesse. Exactement. Merci beaucoup, Chris Mukendi. En tout cas, jusqu'à présent, la République n'est pas toujours à mesure, depuis, je pense, les années Mobutu, d'organiser une compétition même continentale, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure pour organiser ces compétitions. Aussi longtemps nous avons des terrains, des stades, si on met en tout cas un bon entretien, en tout cas on va organiser ces compétitions. C'est déplorable. Nous interpellons les ministres des Sports, il y a en tout cas tout un stade. Ces stades peuvent servir en tout cas de certains matchs, même les entraînements des léopards. On ne peut pas comprendre de jeunes, on sacrifie toute la génération, aussi longtemps de joueurs comme des Mputu ou Trésor sont venus par là. Là-bas en Djili, il y a des terrains qui sont abandonnés, qui ne sont même pas aménagés, réaménagés, reconstruits. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on laisse ces genres de choses.
en train de se passer. En tout cas, c'est déplorable. Nous interpellons en tout cas tous les membres du gouvernement et également le Premier ministre Sama Lukonde, parce que ça fait partie également de la politique gouvernementale, la politique sportive. Bien que la Constitution dit clairement que les ministres sectoriels et patrons de son secteur, mais également ça fait partie de la politique. Chris Mukendi, on entre dans les vifs de cette émission. Le sujet principal, les congrès devraient y avoir lieu aujourd'hui même. Les services de communication de Mbosso nous annoncent que le congrès est reporté. On devrait normalement assister à la prestation des serments de ces juges qui remplacent et celui qui venait de nous quitter, paix à son âme surtout. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement, Chris Mukendi? On a posé des questions, pourquoi est-ce qu'on a avorté, et puis on a dit qu'on a reporté à une date ultérieure, s'inédit, on n'a pas fixé. Qu'est-ce qui se passe? Selon nos informations, et tant que journaliste, on nous dit qu'il y a guerre, il n'y a pas entente entre Badji Lukwebo et Mbosso Kodia. Qu'est-ce qui se passe, Chris Mukendi? Voilà, merci beaucoup, très cher Gramik. Je crois que avant de répondre à cette question, il faut essayer de remonter un peu à l'historique du choix des animateurs de la Cour constitutionnelle. Vous savez, l'article 158 de la Constitution dit que la Cour constitutionnelle comprend 9 membres. 9 membres, oui. Nommés par le président de la République, dont 3 sur sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement, réunis en congrès, et 3 désignés par les conseils supérieurs de la magistrature. Voilà, je reviens sur le choix du Parlement. C'est le choix du Parlement. On ne dit pas du Sénat, on ne dit pas de l'Assemblée nationale. Du Sénat, ni de ce n'est pas le choix de l'Assemblée nationale, c'est le choix du Parlement. En concertation, disons. Voilà, ça veut dire que nous avons un Parlement bicaméral. Nous n'avons pas un Parlement monocaméral où le choix des animateurs de la Cour constitutionnelle ne peut être effectué que par l'Assemblée nationale. L'histoire nous renseigne que lorsque la Cour suprême de justice a été éclatée en 3 cours, la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État, lorsqu'il a s'agi de désigner les juges pour les comptes du Parlement, les bureaux du Sénat et les bureaux de l'Assemblée nationale se sont concertés. Et à l'époque, les bureaux du Sénat étaient dirigés par Léon Kengo Adondo et les bureaux de l'Assemblée nationale par Aubin Minaku. Les deux bureaux se sont concertés et ont proposé les 3 membres du Parlement, dont 2 en provenance de l'Assemblée nationale et 1 en provenance du Sénat. Là, c'est une sorte de jurisprudence. Mais c'est ça le principe. Parce que nous disons qu'ils viennent du Parlement. On ne peut pas parler du Parlement si les 3 juges provenaient tous de l'Assemblée nationale. Tout comme on ne peut pas parler du Parlement si les 3 juges provenaient tous du Sénat. Donc, pour que ça représente effectivement le Sénat, il était question que les juges proviennent des 2 chambres. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il se passe que parmi les 3 juges qui ont été désignés par les 2 bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat à l'époque, Léon Kengo Adondo et Aubin Minaku, un est décédé. Du Sénat. Mungulu, c'est lui qui a été désigné par le Sénat. Il est décédé. Il est logique que pour son remplacement, que le Sénat désigne un autre membre du Sénat pour son remplacement. Mais il se passe que le président de l'Assemblée nationale et son bureau, je ne sais pas si c'est fait de commun accord, font ce qu'on appelle, excusez-moi les termes, le banditisme institutionnel. Le banditisme institutionnel. Alors que le Sénat propose un autre membre pour le remplacement de M. Mungulu qui est décédé, l'Assemblée nationale aussi à son niveau propose un autre candidat. Mais en violation de ces principes qui a été déjà établi, sinon on dit les 3 juges qui vont aller à la Cour constitutionnelle ne vont plus représenter le Parlement. Ils vont représenter l'Assemblée nationale. Pour qu'ils représentent effectivement le Parlement, il faut qu'ils proviennent des 2 chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc aujourd'hui, il y a déjà 2 juges qui siègent à la Cour constitutionnelle qui sont
l'émanation de l'Assemblée nationale. Et le Sénat a perdu son juge. Donc, logiquement, il revient au Sénat de pouvoir procéder au remplacement de ces juges-là. Mais ce remplacement doit se faire à travers un congrès qui doit être convoqué par et le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Parce que la convocation du congrès, ce n'est pas à l'initiative d'un seul président. Le congrès, c'est la plénière de l'Assemblée nationale et du Sénat de manière conjointe. C'est même le président de la République qui a recommandé cela lors de la visite, lors de la rencontre en tout cas entre le président et les sénateurs. Le président peut beau demander, mais la convocation, ce n'est pas le président qui convoque. Le président demande à ce que l'Assemblée nationale convoque les congrès. C'est ce qui a été fait. Donc, aujourd'hui, avec cette incompréhension politique, cette incongruité que l'Assemblée nationale veut installer, il est clair que le Sénat ne peut pas l'admettre. Et quelles sont les raisons de Mbosso? Je sais que vous maîtrisez un peu mieux les dossiers parlementaires. Quelles sont les raisons qu'avance Mbosso? Personnellement, je ne peux pas justifier les raisons de Mbosso, je ne les connais pas, mais je pense que les raisons ne sont que politiques. J'imagine que les raisons ne peuvent être que politiques. Mais nous, nous voulons nous en tenir aux principes démocratiques, aux principes constitutionnels. Dès lors que vous décidez à ce que les 3 juges qui viennent du Parlement émanent d'une même chambre, on ne peut plus parler du Parlement. Là, c'est consacrer le monocaméralisme, alors que nous ne sommes pas dans ces systèmes politiques-là. Les systèmes politiques congolais aujourd'hui, c'est le bicaméralisme. Donc, ce qui, en tout cas, fait que le président du Sénat ne peut pas convoquer, ne peut pas contresigner la décision qui convoque le Parlement en congrès pour aller valider les choix de l'Assemblée nationale, alors que ce choix, logiquement, c'est un choix qui devrait être fait au niveau du Sénat. Mais pourquoi pas au niveau interne organiser une sorte d'élection, de vote l'Assemblée nationale propose, le Sénat également propose. Non, mais vous pensez que lorsqu'un congrès, l'Assemblée nationale compte 500 députés. Il ne s'agit pas de vote là. L'Assemblée nationale compte 500 députés et le Sénat compte 108 sénateurs. Exactement. S'il faut compter les sénateurs à vie, 109. Donc, c'est irréfléchi de pouvoir aller dans un vote où il y a une majorité écrasante qui est déjà définie par la Constitution, qui va se prononcer en face d'une minorité. Mais là, nous sommes devant les textes qui font obligation à ce que ces principes soient observés. C'est comme ça que je dis, c'est que nous sommes en train d'assister aujourd'hui à un phénomène que je ne sais même pas qualifier. Donc aujourd'hui, la crise qui naît à l'Assemblée nationale et au Sénat est provoquée par le président de l'Assemblée nationale. Mais Chris, vous ne voyez pas que c'est si indécent de voir que, compte tenu d'une guéguerre entre deux individus, ça bloquerait pratiquement le bon fonctionnement. Le problème, c'est que la guerre, c'est pas entre individus. La guerre, c'est entre institutions. Entre institutions. Il ne faut pas prendre... C'est pas entre individus Mbosso... Non, ne prenons pas. En tout cas, moi, Mbosso... Là, je pense qu'il faut préciser à l'opinion. Mais justement, Mbosso, il incarne l'Assemblée nationale. Quand nous disons Mbosso, nous voyons l'institution... bon, pas l'institution c'est les deux, les parlements. Mais nous voyons la chambre basse, c'est la chambre qu'il incarne. Et lorsque nous parlons de Bahati, nous parlons naturellement du Sénat. Donc aujourd'hui, la confrontation, c'est entre les deux chambres. Nous sommes face... d'une part, à une logique qui doit être observée, et de notre côté, nous sommes dans une sorte de guerre politique, où certains voudraient, pour des raisons purement politiques, placer les leurs, mais ils le font en piétinant les principes démocratiques, les principes qui ont été émis dans la Constitution. C'est vrai que nous sommes en train de parler de ça, mais essayons un peu de réfléchir. Est-ce que ce n'est pas une faiblesse de nos parlementaires? Pourquoi ne pas y avoir une loi, je ne sais pas si je pourrais appeler ça organique, la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour, c'est déjà une loi organique, mais dans les règlements, je ne sais pas, intérieurs ou quoi, pour que vous puissiez
avoir un soubassement juridique, bien définir cette pratique, parce que là, ce n'est qu'en parole, comme ça, en pratique parlementaire, que si l'Assemblée nationale a proposé à l'époque, lors de l'éclatement de la Cour suprême, l'Assemblée a proposé 2 membres et vous un seul membre. Pourquoi pas les parlementaires puissent se réunir pour dire que non, on doit avoir un soubassement juridique pour mettre cette pratique, en tout cas, sous les textes? Non, je crois que toutes les lois qui ont été réformées l'ont été sur base des insuffisances qui ont été constatées. Aujourd'hui, il est clairement établi, avec la crise qui vient de naître, il est clairement établi aujourd'hui qu'il faut, dans les règlements intérieurs ou dans la Constitution, dire clairement, oui, parce que là on dit... les quotas de tout un chacun. Les quotas doivent être définis. Là on dit 3 désignés par les parlements réunis en congrès. Donc, on peut modifier l'article pour dire, en ce qui concerne le Parlement, 2 en provenance de l'Assemblée nationale et 1 qui proviendrait du Sénat. Maintenant que la crise s'installe, je crois, on peut toujours essayer de modifier les règlements intérieurs du Congrès, mais aussi la Constitution qui est restée muette sur ces sujets. Mais nous considérons qu'on ne peut pas parler de Parlement, même si nous sommes des intellectuels, nous sommes des praticiens de droit, de praticiens de pratiques, excusez-moi la tautologie, des pratiques parlementaires. Il y a des us et coutumes parlementaires qui sont aussi observés, qui n'ont jamais été coulés en forme de loi, mais qui s'observent en termes des us et coutumes. Donc, j'ai dit, on ne peut pas parler de Parlement lorsque nous prenons seulement l'Assemblée nationale. Pour parler du Parlement, il faut que les 2 chambres puissent être... c'est comme... elles sont complémentaires. Les lois, quand elles sont votées à l'Assemblée nationale, elles font des navettes entre Assemblée nationale et Sénat pour être améliorées. Donc, on ne peut pas comprendre que lorsque nous parlons de Parlement, que le choix des juges n'émane que d'une seule chambre. C'est inconcevable. Quand vous insinuez que... il y a des intérêts politiques de la part de Mbosso. En fait, qu'est-ce que Mbosso gagnerait s'il placerait un député? En fait, je dis intérêt politique, mais pas personnellement de Mbosso. Je dis, je parle de Mbosso. Ou soit l'Assemblée nationale gagnerait quoi si, mais vous savez, les politiciens, ils ont souvent des agendas cachés. Donc, je ne sais pas entrer dans ses intentions personnelles pour savoir ce qu'il cherche, effectivement. Mais je constate simplement que ce qu'il est en train de faire, il est fait en violation des principes qui ont été édictés par les bureaux précédents. Donc, nous disons, puisque les juges qui est décédé étaient sénateurs, il est tout à fait logique que son remplacement provienne du Sénat. Les sénateurs ne peuvent pas être remplacés par un député. Chris Mukendi, je repose la question, mais d'une autre manière. Qu'est-ce que le Sénat perdrait au cas où il laisserait l'Assemblée nationale de désigner ses membres? Mais le Sénat perdrait son quota, comme Sénat. Parce que le quota du Sénat, c'est 1 membre. Voilà. Au niveau du Sénat, ce n'est pas un intérêt politique. Au niveau du Sénat, c'est une logique. Au niveau du Sénat, c'est un principe qui doit être observé. Dans la mesure où les 2 juges qui ont été désignés, le 3, 2 provenaient de l'Assemblée nationale et 1 du Sénat. Mais est-ce que vous pouvez comprendre qu'un sénateur meurt, qu'il soit remplacé, par exemple, au Sénat, son suppléant soit un député? Non. Cette suppléance-là ne peut être couverte que par un autre sénateur. C'est ça la logique même. Mais aussi en vertu du principe, comme j'ai dit, de ces parlements bicaméral, on ne peut pas comprendre que tous les 3 juges proviennent que de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale à elle seule ne constitue pas le Parlement. Est-ce que la question que je pose, les gens, l'opinion qui nous suit en tout cas, c'est dit, là j'essaie un peu de s'imaginer, étant que peuple également, est-ce Bahati n'est pas en train de subir les propres turpitudes de l'Union sacrée, parce qu'on sait très bien tout ce qui se passe au niveau de la Cour constitutionnelle. Selon certains experts, il n'y a qu'en tout cas des violations des textes, même les récents tirages au sort. Selon certains experts, j'ai suivi Deli Sessanga qui a dit que depuis en tout cas 2018, il n'y a que des violations des textes au niveau de la Cour constitutionnelle. Est-ce Bahati Lukwebo ne subit pas les propres turpitudes de l'Union sacrée? Le problème, c'est pas Bahati.
c'est une affaire institutionnelle. C'est ce que j'ai dit. Parce que je suis en train d'en venir. Les Sénats ne subissent pas. Je suis en train d'en venir. Le Sénat, Bati n'a pas décidé du choix du membre du Sénat qui doit siéger à la Cour constitutionnelle. Donc, ne parlons pas en termes d'individus. Il ne faut pas individualiser les débats institutionnels. Ça veut dire, il s'est tenu une réunion qui a été sanctionnée par un PV qui désigne les sénateurs qui doivent remplacer le dauphin Mongolo. Donc, Bati n'a pris que acte de cette désignation et a signé les documents pour l'envoyer à l'Assemblée nationale. Donc, on ne peut pas comprendre que, excusez-moi, pour un siège qui revient au Sénat, on désigne un député pour y siéger. Je ne veux même pas entrer dans les débats là où vous voulez m'attirer pour dire propre turpitude. Non, je ne pense pas. Hein. Je crois que, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, c'est simplement une sorte de banditisme politique qui est en train de s'installer au niveau de l'Assemblée nationale. Moi, je considère simplement que le président Mbosso est en train de perdre un peu de sa lucidité. Je crois que pour des questions aussi évidentes, hein, il faut non pas engager une guerre entre institutions dans la mesure où les deux sont les mamelles d'un même corps. Ils sont obligés de travailler ensemble. Donc, il ne sert pas aujourd'hui la République en créant une crise alors que les principes sont clairs là-dessus. Mais Chris, voilà. Mukendi, en fait, je ne sais pas, il y a pratiquement tout un vide. La question qui taraude dans mon esprit, je me dis que est-ce qu'il n'y a pas une organisation? Les présidents, c'est vrai que les présidents a été tiré au sort. On doit, selon l'esprit de la loi organique portant organisation et fonctionnement, si je pourrais dire la vacance est présidée ou soit est assurée par, je pense, les plus âgés, un peu d'histoire, je relirai un peu mieux si j'ai une bonne mémoire à la disposition. Est-ce pas au président, ou soit c'est lui qui assure l'intérim du président de la Cour constitutionnelle de saisir soit les Sénats, soit l'Assemblée nationale pour déléguer son membre? Non, non. Ou soit c'est comme ça, c'est les Sénats, ou soit les parlements se saisissent d'office quand il y a vacances là-bas. La procédure, c'est comment? L'article 158 de la Constitution est clair. C'est le président qui nomme. Oui, le président a constaté les décès. Ah, d'accord. Le président a constaté les décès. Ah, il fait appel, oui. Et il a demandé aux deux chambres de pouvoir proposer son remplaçant. Le président n'a pas précisé compte tenu, parce que je ne pense pas que le président ne sait pas que non, c'est lui qui est décédé venait du Sénat, non? Non, je crois que le président le sait très bien. Et pourquoi le président n'a pas saisi directement le Sénat? Non, 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 c'est un congrès qui doit se tenir. Quand on dit Congrès, Assemblée nationale et Sénat. Et le juge qui doit aller à la Cour constitutionnelle, il ne représente plus le Sénat, il représente le Parlement. Mais en interne, l'organisation interne, dans les us et coutumes, les pratiques qui ont été instituées, ont voulu à ce que les deux chambres qui constituent le Parlement soient représentées à la Cour constitutionnelle. On ne peut pas considérer que 3 juges qui proviennent de l'Assemblée nationale représentent le Parlement, pas du tout. Et là maintenant, la suite, ça sera quoi? Vous êtes en train d'interpeller les... Il faut que le président Mbosso comprenne. Il faut que le président Mbosso obtempère. Parce que le Sénat ne va pas lâcher. Tous les sénateurs sont unanimes. Là, maintenant, les sénateurs ne peuvent pas être remplacés par un député. C'est clair. Là, maintenant, vous êtes en train d'appeler au bon arbitrage du président de la République. Dans la mesure où le président Mbosso va s'obstiner. C'est radicalise. Je crois que après conseil de ses collègues, il pourra mieux comprendre. Hein. Moi, je comprends le président Mbosso. Quand on a plus de 80 ans, on peut commencer à perdre de la lucidité aussi. Il faut les comprendre. Non, moi j'ai dit on peut comprendre. Non, mais c'est clair. L'âge n'a rien à voir. Non, mais l'âge a à voir avec aussi la réflexion. C'est important, cher ami. Les capacités. Mais les capacités, ça se réduit aussi. Donc, nous ne sommes pas en train
train de réduire les présidents, pas du tout. Il a un cabinet qui l'accompagne aussi. Il a un directeur de cabinet, il a un bureau. Ouais. Hein, je vois Jean-Marc Kaboun qui a été remplacé par le professeur Mbata, qui est un constitutionnaliste de haute facture, pourrait éventuellement aider les présidents Mbosso à faire respecter la loi. Hein, je crois. Donc, les laisser se livrer à ces genres de guéguerre avec le Sénat ne favorise pas les climats de travail au sein du Parlement. Crevons un peu l'abcès. Nous tous, nous savons que le président de la République est le premier à être informé et le premier à être mieux informé ici. Est-ce que le président n'était pas au courant que non, il n'y a pas il y a des accords entre les Sénats et l'Assemblée nationale quant à la désignation de ses membres? Non, mais le président ne peut pas commencer à se mêler de tout ce qui se passe 24 heures après il se mêle. Il faut que les institutions montrent leur capacité à pouvoir gérer des questions d'État aussi. Il y a séparation de pouvoir. Oui. C'est vrai que le président est le garant du bon fonctionnement des institutions dans la mesure où la crise peut persister. Là, nous sommes en face d'une crise qui a pris pratiquement 24 heures. La crise... non, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vous savez qu'un jour, c'est beaucoup. S'il vous plaît. Il faut éviter de pouvoir responsabiliser les présidents pour des questions qui ne relèvent pas de ses compétences. Lorsqu'il y a des immondistes dans la rue ici, nous disons, monsieur le président doit intervenir. Lorsqu'il y a des marées dans la ville, lorsqu'il y a la pluie, il y a des inondations, on dit les présidents. Non, pas du tout. Nous avons un État décentralisé. Nous avons 3 pouvoirs dans ces pays. Chacun exerce le pouvoir que la Constitution lui confère. Donc, on constate qu'il y a une crise qui s'installe de 24 heures. On va laisser les institutions jouer leur rôle. Ils doivent faire montre de sagesse et de maturité. Le président Mbosso est un notable. Hein. Nous croyons que la sagesse se trouve aussi dans la vieillesse. Hein, pas toujours qu'on perd la lucidité quand on devient vieux. Quand on devient vieux, on acquiert aussi beaucoup de sagesse. Donc, moi, je pense que dans les 24 heures qui vont suivre, la situation sera certainement dénouée et que l'Assemblée nationale va revenir au bon sens puisque c'est l'Assemblée nationale et le Sénat qui représentent les parlements. Chris Mukendi, vous savez très bien que la politique n'est pas une histoire de bonne foi. Vous pensez vraiment que ce qu'est en train de faire Mbosso, il est seul? Vous ne pensez pas qu'il y a une main noire derrière? Vous ne pensez pas que... moi, je suis un journaliste et j'ai dit clairement, en tout cas, je n'ai pas ma langue en poche. Vous savez très bien, on entend déjà dans plusieurs officines politiques que M. Batsulukwebo ne serait plus, en tout cas, les chouchous au sein de l'Union sacrée et qu'il y aurait déjà des pots de bananes sur les chemins des Batsulukwebo. On cherche en tout cas à tout prix avoir la tête des Batsulukwebo. Est-ce que cela n'entrait pas dans ces cadres, n'entrait pas dans ces lots de ce que les gens racontent? Comment est-ce que vous analysez politiquement? C'est déjà entendu. C'est pas nouveau. Mais on voit les fruits, Chris Mukendi. Non. On voit les fruits. Là, en fait, le problème ici, c'est pas Bati. Voilà à quoi. Mais c'est là où Bati se trouve, non? Voilà à quoi on veut réduire une république. Nous voulons individualiser les institutions. C'est ça les dangers. C'est ça les dangers. C'est ça les dangers. Bati n'est pas éternel. Bati va passer. Bati est un homme mortel. Nous privilégions. On appelle ça des coups. Nous sommes en train de privilégier les institutions. Si Léon Kengo Adondo, à l'époque, qui était opposant au régime de Kabila, a trouvé un compromis avec Aubin Minakou, qui était de la famille du chef de l'État, comment comprendre que aujourd'hui les présidents de l'Assemblée nationale et les présidents du Sénat, qui sont de même abord politique, ne pourront pas trouver une solution? Voilà. Donc moi, je ne vais pas entrer dans des supputations. Je ne vais pas me faire des idées sur ce que... Non, je vais pas me faire des intentions. C'est sur la réalité politique congolaise. Il ne faut négliger aucun aspect. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ce sont des questions qui ne se traitent pas sur des plateaux de télévision. Voilà. Donc, j'ai dit, moi je parle... Quand il y a un malaise, il faut dénoncer. Non, justement. Mais ce que nous sommes en train de dénoncer maintenant, c'est un malaise que nous dénonçons. Lorsque nous disons que le remplaçant du sénateur Mongolo doit venir du Sénat, nous sommes en train de dénoncer une crise qui s'installe provoquée par l'Assemblée nationale. Nous dénonçons la crise.
Voilà, il reviendra maintenant au chef de l'État. S'il trouve que la crise persiste et que l'Assemblée nationale continue à camper sur sa position, il reviendra au président de la République de pouvoir arbitrer selon les principes, selon les us et coutumes. Il posera la question, mais ok, mais comment ça s'est produit à l'époque de Kengo et Obaminako? Comment vous avez fait les choix? Il va prendre l'histoire, il saura, parce qu'il connaît déjà l'histoire, il saura que 2 députés ont été désignés à l'Assemblée nationale et un sénateur a été désigné au Sénat. Donc voilà, le principe est clair. Voilà pourquoi j'appelle le président Mbosso à la lucidité. C'est une question de lucidité simplement. Ce n'est pas une question des politiques où on veut accuser les uns les autres, pas du tout. Et il faut aussi appeler les bureaux du président Mbosso à faire très bien son travail. Je crois qu'il a un conseiller juridique, il a un directeur de cabinet qui est un ancien député, je crois qu'il est efficace, ça doit être un juriste. Donc, j'ai dit, si son cabinet n'arrive pas à résoudre les problèmes, il a comme premier vice-président un professeur d'université. Chris Mukendi. Voilà. Vous savez que la rupture FCC Cash a commencé avec cette histoire de la désignation des membres de la Cour. Vous le savez très bien. La rupture FCC Cash. Expliquez-vous. C'est quand le président a nommé les juges au niveau de la Cour constitutionnelle que le FCC a constaté que c'était irrégulier et les FCC ne voudraient pas en tout cas de ces congrès où on a vu Janine ne s'est pas présentée, également Alexis Tambwe Mwamba ne s'est pas présenté. Alors si aujourd'hui on dit quoi, Mbosso s'est décidé d'organiser une soirée en quelque sorte de congrès et puis vous savez comment est-ce que ça se passe en politique, on oblige certains sénateurs de l'Union sacrée soit d'autres sénateurs de participer à ces congrès et qu'on désignait les membres de l'Assemblée nationale, que ferait les Sénats, soit que ferait Batsulukwebo? Voilà, donc la décision déjà qui convoque les congrès, c'est une décision contre-signée. Mbosso ne peut pas organiser le congrès. Je vous rappelle que Mabunda était absent du congrès, Alexis Tambwe Mwamba était absent du congrès, mais on a investi qui? Kalouba, avec Félix-Antoine Tshisekedi, lors de la rupture FCC Cash. Mais non, ça c'est... En fait, là c'était une session qui était... c'était un congrès. Du côté c'était un congrès. Voilà. On n'est pas dans le même contexte. C'est le même contexte. Non, on n'est pas dans... Il faut que je revienne, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce que nous sommes en train de parler est très important. J'ai dit ici que la décision qui convoque les 2 chambres en congrès est une décision contre-signée par et le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Je vous donne une jurisprudence qui se modifie. Non, s'il vous plaît, on va aborder la question tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale ne peut pas convoquer un sénateur. Les 2 chambres sont autonomes. Aucune chambre n'est la succursale de l'autre. Mbosso ne peut pas convoquer un sénateur dans une plénière. Pas du tout. C'est le président du Sénat qui convoque les sénateurs à la plénière du Congrès et Mbosso convoque les députés à la plénière du Congrès. Voilà. Donc, on ne peut tenir un congrès que lorsque ces documents-là qui est contresigné, d'une part par le président du Sénat et d'autre part par le président de l'Assemblée nationale. Donc, je ne peux pas considérer qu'il se tienne un congrès comme ça, les sénateurs répondent à l'invitation de Mbosso, alors que déjà les règlements intérieurs du congrès a ces dispositions qui imposent à ce que cette convocation soit conjointe. Donc, je me dis, il faut simplement, puisqu'ils sont tous de l'Union sacrée, hein, les cas que vous avez évoqués, on sait qu'il y avait des guerres entre 2 camps à l'époque. Hein. Il faut reconnaître qu'il fallait un coup de pouce pour pouvoir, en tout cas, obtenir cette activité-là. Donc, pour les cas d'espèce, je crois qu'on ne peut pas s'imaginer obtenir un congrès dans un contexte où le Sénat n'est pas d'accord avec l'Assemblée nationale. Chris Mukendi, je suis en train, en tout cas, c'était, je pense, un certain
20 octobre 2020 que les juges, la prestation des serments des juges à l'époque, les Kalouba, ainsi de suite, on dit ceci, là c'est l'article de quoi, la radio Capi. Les protocoles du président de la République fixent pour mercredi 21 octobre la cérémonie des prestations des serments des membres de la Cour constitutionnelle au Palais du Peuple. Les programmes tels que rendus publics par la présidence a surpris plusieurs parlementaires, surtout ceux du FCC qui visiblement ne sont pas d'accord avec cette prestation des serments. Pour bloquer la cérémonie, quelques sénateurs conduits par les présidents de la commission politique, administrative et juridique ont saisi le lundi 19 octobre la Cour constitutionnelle avec une requête en interprétation de l'article 158 de la Constitution. Et ainsi de suite, à l'issue d'une rencontre, là je saute, je prends ceci, il y a un élément ici, on a cité le professeur Mbata, à l'issue d'une rencontre, selon Jean Bakomito, président de la PAJ, les ordonnances du chef de l'État portant nomination de 2 juges à la Cour constitutionnelle ont violé la Constitution, ce qui justifie la requête de ces sénateurs. Peu avant cette plainte, les députés André Mbata du CACH a affirmé à la presse que la prestation des serments devant le président de la République en l'absence des présidents des 2 chambres n'entame en rien la valeur juridique de ces serments. En fait, j'aimerais que nous puissions essayer un peu de faire les parallélismes. Si maintenant cette situation arrivait aujourd'hui, que ferait maintenant le bureau du Sénat? C'est ça ma question. Vous avez évoqué la question tout en soulignant qu'il y avait l'absence du président de l'Assemblée nationale et l'absence du président du Sénat. Mais qu'est-ce qui est prévu après dans les règlements intérieurs ou la Constitution? Les vice-présidents remplacent les présidents en cas d'absence. Mais nous ne sommes pas... C'est comme ça que je dis, nous ne sommes pas dans le même contexte. Parce que là, à l'Assemblée nationale, il y a une présidente qui a été empêchée. Il y avait un vice-président qui a convoqué. Du côté de l'Assemblée du Sénat aussi, mêmement. Donc, moi je dis, pour le moment, il y a le président de l'Assemblée nationale qui est là, il est présent. Il y a le président du Sénat qui est présent. L'un ne joue pas le rôle de l'autre. Pourquoi, voilà. Je repose encore ma question, pourquoi... Ma réponse, elle est très claire. Vous ne voudriez mais pas... pourquoi vous voulez insister sur la question alors que la réponse, elle est très claire et précise? Pourquoi vous ne voudriez pas croire que ça pourrait être un coup contre Batsou Lukwebo? Non, non, je me dis, ça peut aussi l'être. Ça peut aussi l'être. Il ne faut pas être très naïf en politique. En politique, on ne peut pas aussi faire des supputations, on ne peut pas faire des allégations sur des plateaux de télévision. Ça fait partie des analyses, voilà. Hein, en tout cas. Donc, il y a certaines choses, que je sais que je ne peux pas étaler parce que je n'ai pas des preuves sur des plateaux de télévision. Surtout. Quelles sont ces choses? Dites à l'opinion. J'ai dit, il y a des choses que je ne peux pas mettre parce qu'on n'a pas de preuves. Mais seulement, j'ai dit, on ne veut pas prêter des intentions aux uns et aux autres. La procédure, elle est claire. On ne peut pas convoquer une plénière de congrès sans au préalable que le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale aient signé la décision convoquant ces congrès. Donc, ils ne sont pas non plus absents pour évoquer les cas Mabunda et Alexis Thambwe Mwamba. Voilà. Donc, puisqu'ils sont présents, puisqu'ils sont tous de la même coalition, je les appelle, parce qu'il ne faut même pas appeler le Sénat à coopérer. C'est l'Assemblée nationale aujourd'hui qui constitue un blocage. Le président de l'Assemblée nationale veut faire un blocage aux us et coutumes. Le président de l'Assemblée nationale veut remplacer un sénateur par un député. Ça ne se passe nulle part dans le monde entier. On ne peut pas comprendre que les suppléants d'un sénateur soient un député. Alors, voilà. Chris Mukindi, on va changer de chapitre, mais je vous rappelle un peu le fait. Batsou Lukwebo vient de perdre son ministre de l'économie. Batsou Lukwebo a écopé d'un grand coup au niveau de l'élection du gouverneur. Là, maintenant, c'est le Sénat. Le coup de gouverneur, qu'est-ce qu'il a écopé? L'élection des gouverneurs, selon nos informations, nous avons un gouverneur. Batsou Lukwebo avait aligné plus de 5. On a aligné un candidat. Plus de 5, selon les quotas, en tout cas, les quotas que Batsou Lukwebo a publiés de l'Union sacrée. L'AFDC devrait avoir 5 parmi les gouverneurs et les vices. L'AFDC devrait avoir 5 candidats alignés. Mais les résultats sur le terrain sont tous... Vous savez, en politique, lorsque vous êtes dans une alliance, il y a ce qu'on appelle... Non, j'en reviens. J'en reviens. Il y a ce qu'on appelle... Les signaux ne trompent pas. Il y a les principes qu'on appelle les principes de solidarité. Hein, et donc vous acceptez de perdre au profit de l'UDPS. Mais on accepte. Qui rafle pratiquement tous les postes de gouverneur. Mais pourquoi alors accuser Bahati d'être
boulimique si vous avez vu vous-même le fait que Bahati abandonne ses intérêts, parce que nous avons 70 députés provinciaux. Au nom de la solidarité de l'Union sacrée, au nom de la concorde, nous acceptons. Au nom de la solidarité également de l'Union sacrée, accepter que le président Mbosso... Le problème maintenant aujourd'hui, ce n'est pas entre Bahati et Mbosso. J'ai dit, le problème c'est une affaire d'institution. Les Sénats, est-ce que les sénateurs sont d'accord? C'est la question qu'il faut se poser. Les sénateurs ne sont pas d'accord. Les sénateurs ne sont pas d'accord pour que le siège qui revient au Sénat aille à l'Assemblée nationale. Le problème, ce n'est pas la personne de Bahati. Le problème aujourd'hui, c'est que dans les débats, même nos amis qui font des articles là, ils sont en train d'individualiser les institutions. Il faut sortir de cette individualisation des institutions. Les institutions, c'est l'État. Donc, on ne peut pas comprendre que le pouvoir qui revient à une chambre soit confié à une autre. Ça ne se passe pas comme ça. Comme on dit, les compétences sont d'attribution. Oui. Ce qui ne vous a pas été attribué, vous ne pouvez pas les faire. Il a été attribué au Sénat un siège au niveau de la Cour constitutionnelle, et ce siège reviendra au Sénat et le principe sera le même. Si l'Assemblée nationale a pris 2 sièges à la Cour constitutionnelle, c'est parce qu'à l'Assemblée nationale siègent 500 députés. Imaginez maintenant qu'on renverse la tendance, on dise que le Sénat prennent 2 sièges et l'Assemblée nationale un siège à la Cour constitutionnelle. Ça ne passera pas. Ils vont nous présenter les principes de la majorité. Ils vont nous dire qu'ils sont élus au suffrage direct et que les sénateurs sont élus au suffrage indirect. Voilà. Donc, moi j'appelle le président Mbosso au sens des responsabilités et à la lucidité politique. Simplement, il ne faut pas qu'il crée une crise qui donne des béquilles aux adversaires politiques de l'Union sacrée, aux adversaires du chef de l'État, comme si l'Union sacrée n'était pas structurée, n'était pas organisée, alors qu'il y a des principes qui doivent être respectés. La suite, ça sera quoi? Si cette façon de faire s'éternise, ça sera quoi? Non, mais on sera obligé de se soumettre à l'arbitrage du chef de l'État. Mais le principe, il est clair. La logique veut que les sénateurs soient remplacés par un sénateur. Voilà, on ne peut pas considérer qu'il y ait 3 juges qui émanent tous les 3 de l'Assemblée nationale. Là, c'est mettre fin pratiquement au bicaméralisme politique, au système bicaméralisme, en tout cas inaugurer un système monocaméral dans le pays. Merci sans pour autant les dire. Merci beaucoup Chris Mukendi. Ici, l'opinion, vos adversaires en tout cas, l'opinion qui nous suit, est en train de dire, l'opinion en tout cas, c'est la gestion, la manière dont l'Union sacrée gère les pays. Il y a un désordre acquis, un désordre installé, rien n'est respecté, les textes, les pratiques... Non, mais l'Union sacrée ne devrait pas traiter les gens comme des moutons non plus. Non. Il ne faut pas qu'il y ait toujours quelqu'un qui tranche. Non, pas du tout. C'est ça les principes démocratiques. Ça fait nourrir les débats, ça nous a fait constater les déficits en termes législatifs, comme vous avez dit vous-même. Prochainement, il faudra que cela soit clairement défini. Exactement. Voilà. On s'est rendu compte qu'il y a des présidents des chambres qui peuvent venir un jour se comporter en bandits politiques et qu'il faut déjà précéder ce genre de faits avec les cas que nous avons notés aujourd'hui. Donc, il faut légiférer. Merci beaucoup Chris Mukendi. Je pense que nous devrions évoluer. Nous tendons petit à petit à la fin de cette émission. Je rappelle que nous étions en train de parler de ces congrès prévus ce lundi qui a été reporté d'après les services de communication de Mbosso Kodia. Aucune information n'a fuité, mais ce qui est sûr, selon les informations, comme l'a venir de dire Chris Mukendi, également l'Assemblée nationale à travers son président, les présidents du bureau en tout cas de l'Assemblée nationale qui souhaitent également proposer, placer un membre là-bas. On ne sait pas en tout cas la suite, comment est-ce que ça va se passer. Je pense que le président de la République va assurer par son arbitrage pour que la solution soit trouvée. On traverse, on y va du côté de Lubumbashi, au Katanga. On prend les images, ce qui s'est passé hier entre les Katanga, en tout cas. Je n'aimerais pas personnaliser l'affaire, soit la réconciliation. On prend les images, nous voyons Kabila en train de se laver les mains et Moïse Katumbi, des accolades. En tout cas,
la majorité des Katangais étaient là. Nous voyons ces images avec la régie et puis nous allons revenir pour poursuivre l'émission avec Chris Mukendi. C'est un symbole de l'unité et de la réconciliation de la paix. Et de la paix à toute la nation catholique, cette réconciliation doit être franche. Et le Seigneur vous bénisse. Amen. Ici. Je demande le Seigneur, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ambalo litahakikisha kwamba hii resolution inafuatiliwa hadi mwisho. Kwa hiyo felicitation kwa wote, na naanzia na Archevêque ambayo aliweza kuorganize hii ceremony. Hatuya kuchoka na hii forum, na mimi sijawachoka. Nous sommes de retour. Merci beaucoup les images. Kabila Tolembiote, Yepe Kabila Zongisinga Penalembibinote en Swahili. C'était là en tout cas tous les contours de ce qui s'est passé depuis, je pense, les mercredis, depuis les 17 au 19. On a prolongé même jusqu'à dimanche. Là, c'est les images d'hier, en tout cas, au niveau du Haut-Katanga Lubumbashi. Et Chris Mukendi, la réconciliation communautaire entre Katangais. Et quelle est votre lecture, en tout cas, en tant que citoyen congolais, mais également politique? Il faut ici commencer tout d'abord par féliciter le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ouais. Le féliciter. Monseigneur Mouteba l'a également félicité. Ah, très bien. Le féliciter pourquoi? Parce que Nitete Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a demandé
à ce qu'on établisse un passeport à Moïse Katumbi qui a été forcé à l'exil par M. Kabila depuis 2015, Moïse Katumbi ne serait pas revenu au Congo. Ça, c'est des 1. Et ça, il faut que tous les Congolais les notent. Il est la première personne sur qui des fleurs devront être jetées parce qu'il a permis les retours d'un ancien collaborateur de M. Kabila. Ça, c'est de 1. Des 2, il ne faut pas parler de la réconciliation entre Katangais, parce que les Katangais n'ont jamais été en guerre entre eux. Mais il y a les Katanga, non, qui se passent là-bas, c'est entre les Katangais. Non, mais les phénomènes, ce n'est pas entre Katangais. Voilà, ça, ce sont des revendications qu'on peut mettre dans les cadres politiques ou revendications sociales. Mais je n'ai pas vu dans les images que nous venons de suivre les Katangais se réconcilier. Non. J'ai vu 2 acteurs politiques. Mais c'est parce qu'ils sont des leaders, non? J'ai vu des leaders politiques qui, pendant plus de 15 ans, ont cheminé ensemble. Et qui, à cause d'une certaine contradiction politique, l'un a traité l'autre de Judas et l'autre a traité son ancien collaborateur de Judas aussi. Donc les 2 s'étaient traités de Judas. Donc la réconciliation qu'on a vue sur les images, c'est le PPRD qui se consolide. C'est le PPRD qui se réunifie. Là c'est politique. Non mais justement c'est politique. Il n'y a rien. Mais j'ai dit, dans les images, qui voyez-vous en train d'être réconcilié? Mais Chris Mukendi. Je vois 2 individus. On fait du parallélisme. Je vois 2 individus qui reviennent dans leur amour. Il y avait les divorces. Mais lorsque un mariage qui a été brisé régénère, un mariage qui a été brisé se renouvelle, on célèbre les noces, on demande à ce que toute la famille soit là. C'est comme ça qu'on a demandé à toute la famille katangaise d'être là. Mais il faut aussi rappeler ici qu'il n'existe pas aujourd'hui une province dans ces pays qui s'appelle le Katanga. Ça n'existe pas. Après les découpages, il n'y a pas une province qui s'appelle le Katanga. Nous avons le Haut-Katanga, nous avons la province de Olomami, nous avons la province de Lualaba, nous avons la province de Tanganyika. Voilà, en 4. Donc, ce qui s'est passé, c'était tout simplement en perspective, je pense, des élections de 2023, de personnes qui pensent qu'ils peuvent unir leurs forces, mais aussi parce qu'à un certain moment, ils se sont dit, nous les Katangais, on a perdu le pouvoir. Ils se le disent. Hein? Puisqu'ils ont des intérêts communs. Il faut rappeler ici que Moïse Katumbi et Kabila ont des intérêts communs, des intérêts économiques essentiellement. Alors, donc, pour un temps, ils ont été séparés, mais pour l'éternité, ils doivent se retrouver. Donc, nous les félicitons. Mais au-delà de tout ce qui est dit, tout ce qui est fait, il ne faudra pas consacrer les régionalismes politiques dans ces pays. Les régionalismes, le tribalisme. Non, non. Parce que la Constitution de la République, elle est claire. Hein? Lorsque vous lisez les préambules de notre Constitution, le préambule dit ceci: nous, peuple congolais, unis par les destins et par l'histoire autour des nobles idéaux de liberté, de fraternité, de solidarité, de justice, de paix et de travail, animés par notre volonté commune, la volonté commune, j'insiste, de bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit et une nation puissante et prospère. On ne bâtit pas une région, on ne fait pas le régionalisme, on bâtit une nation puissante et prospère, fondée sur une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle. Considérons, c'est là que ça devient important, considérons que l'injustice avec ses corollaires, l'impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes, sont à l'origine de l'inversion générale des valeurs et de la ruine du pays. Donc la ruine du pays, l'inversion générale des valeurs dans les pays, c'est parce qu'il y a les régionalismes, il y a les tribalismes. Nous les ressortissons,
nous les gens de Maniema, nous les gens du Congo central, nous les... Le Congo n'est pas encore une nation. Moi, je vois dans ce qui se passe, je voudrais prendre ça dans un aspect purement politique, pour ne pas donner l'image que nos amis qui parlent de réconciliation sont tribalistes ou sont dans les régionalismes que la Constitution de la République décrit. Je dis, c'est purement politique, je le vois sous un œil politique, mais je dis aussi, c'est un fils égaré qui revient à sa maison. Ah, donc voilà, Moïse Katumbi qui était perdu, il ne savait plus à quel sens se vouer, à Kenena Fayoulou, à Zongana Tshisekedi. Ben finalement, il revient à son premier amour qui est Joseph Kabila. Félicitations. Mais il doit l'assumer aussi politiquement. Il doit l'assumer politiquement. Moi, je suis pour que les peuples congolais, partout où ils sont, vivent dans l'unité. Je suis pour que le peuple congolais vive en harmonie les uns avec les autres. Hein. Quand on parle du peuple... Oui. Voilà, donc, je pose des questions en tout cas. Voilà, mais vous avez posé la première question, je suis en train de répondre à la première question. Voilà, donc vous pouvez toujours me relancer. Mais je dis, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, il faut féliciter le président Tshisekedi qui a permis à ce que cet amour-là soit renouvelé entre Kabila et Moïse Katumbi. C'est pour des perspectives que je considère politiques en termes de perspectives 2023. Donc voilà, mais il faut simplement qu'il tire les conséquences politiques de son acte. Voilà. Chris Mukendi, et quand vous dites que le président a permis, Monseigneur a dit ça, et également Patrick Mouyaya qui a dit clairement que le gouvernement n'est là que pour soutenir toute initiative tendant à ramener la paix. Vous pensez que le gouvernement, soit le président peut soutenir une initiative et qui pourra avoir de l'impact, comme là vous venez là de dire, les régionalismes, ainsi de suite, c'est politique. Vous pensez vraiment que si le président, vous pensez que vous êtes très mieux informé que le président, comment est-ce que vous pourriez justifier à ce que le président puisse accorder une chance à cette initiative aussi longtemps qu'il y a des impacts, en tout cas, selon vous, qui pourraient être très nuisibles à l'égard du régionalisme, ainsi de suite? Vous savez, comment expliquer cela? Vous savez, vous connaissez l'iceberg. Ouais. L'iceberg, il y a une partie qui est visible, où tout le monde peut voir. La tête. Voilà, la tête, tout le monde peut voir. La réconciliation entre Katangé, ça c'est la partie visible de l'iceberg. Mais la partie non visible de l'iceberg, qui est beaucoup plus grande, n'est pas vue par l'ensemble des Congolais. Donc le président n'était pas en mesure de voir cette partie-là. Non, le président c'est un stratège. Donc c'est une stratégie. Tshisekedi c'est un stratège. Tshisekedi c'est un nationaliste. Tshisekedi c'est un démocrate. Il ne peut pas empêcher à ce que les gens qui présentent un document comme ça, qui parle d'une réconciliation, parce qu'on s'en tient à ce qui est dit. Mais voilà, mais au-delà de ce qui est dit, nous faisons une analyse beaucoup plus approfondie. Moi, je suis en train de faire une analyse approfondie. J'ai dit, il y a la partie visible de l'iceberg, il y a aussi la partie qui est invisible. En tant que politique, moi, je creuse pour aller voir la partie invisible. Vous avez suivi des audios qui ont circulé dans les réseaux sociaux de ce qu'a été ces rencontres. Voilà, ces audios témoignent qu'au-delà de ce qui est visible, il y a des choses qui se disent. Vous affirmez l'authenticité de ces audios? Au-delà des audios, vous avez vu des images aussi vidéo. Des gens qui critiquent, qui sont eux-mêmes katangais. Les katangais eux-mêmes, qui fustigent ce qui se passe. Ils disent que les plans, c'est pas celui-là. Donc, les plans, c'est quoi? Non. Moi, je suis pour la cohésion. Je ne viens pas ici tenir des propos. Chacun a vu ces images dans son téléphone. Chacun a suivi ces audios. Mais on s'en tient à la partie beaucoup plus, comme j'ai dit, visible. Mais je fais quand même une analyse beaucoup plus approfondie pour dire, hein, pour moi, j'ai vu la réconciliation d'un camp. Moïse Katumbi était en désamour total avec Kabila. Aujourd'hui, nous leur félicitons. On ne peut qu'encourager. Lorsqu'un couple divorcé se remet ensemble, ça ne peut que réjouir l'ensemble de ceux qui les avaient accompagnés à ces mariages. Quand le président a réconcilié les Kassaïens et les Katangais, il n'y avait pas de régionalisme.
Non, mais là... Ce n'était que deux provinces. Quand est-ce qu'on peut parler de régionalisme? Là, vous n'aviez pas dit que non, les Katanga n'existaient plus, c'est démembré. Là, vous ne l'aviez pas dit à l'époque. Non, le problème c'est... Le président n'avait pas dit que non, je suis en train de réconcilier les Kasaï central et Tanganyika. Le président a dit seulement forum entre les Kasaïens et les Katangais. Là, c'était bon. Non, écoutez, malheureusement, c'est vous les journalistes et je ne peux pas vous poser de questions. Hein? Je me dis, le Katangais n'était pas en conflit entre les Katangais. Est-ce que le Katangais de Lualaba était en conflit avec celui qui est à Olomami? Est-ce que celui qui est à Tanganyika a été en conflit avec celui qui est dans les Hauts-Katanga? Des conflits entre les Kasaïens et les Katangais? Ben justement. Lesquels conflits? Mais il y avait des conflits sur la cohabitation. Comment ça? Vous avez suivi les propos qui ont été tenus par la députée Simulongo. Vous avez vu des images de la manière dont les Katangais... Elle n'a pas parlé de conflit. Elle a juste fustigé le comportement. Mais justement, donc, ces propos, vous avez vu l'incidence sur les vivre ensemble. La récupération politique des politiciens ici à Kinshasa. Non, mais je parle des images qui se sont passées au Katanga. Et quelle image? Non, juste, s'il vous plaît. C'est pas aujourd'hui qu'on va dire sur ces plateaux que les peuples kassaïens qui sont au Katanga ne vivent pas toujours en parfaite harmonie avec les autochtones. Ouais. Hein? Mais donc, je dis simplement que nous devons tous favoriser l'unité nationale. Exactement. Au détriment du régionalisme. Il y a un problème qu'on a soulevé durant ces forums que les gens taisent en tout cas, c'est quoi? Les Katangais ont constaté qu'actuellement, c'est vrai qu'ils ont dit depuis très longtemps, il y a exploitation en tout cas illégale, ainsi de suite, des matières premières au niveau de l'espace Katanga, mais le problème est qu'actuellement, selon ces forums, ce problème est accru, cette exploitation est accrue, mais il y a également un autre problème, c'est-à-dire qu'on exploite sans pour autant que les Katangais bénéficient de ça. C'est-à-dire que selon même les codes miniers, quand vous exploitez, vous devriez construire, en tout cas pour la population autochtone. Mais les Katangais ont compris que depuis l'avènement de ces régimes, en tout cas depuis un temps, on est en train d'exploiter vraiment de manière très accrue, mais l'impact pour la population autochtone, l'impact positif ne suit pas. Mais c'est bon, prenons les cas. Disons que c'est vrai. Ouais. Qu'est-ce que les Kassaïens vont dire de l'exploitation qu'on a connue dans les Kasaï des diamants? Namiba. Mais ces diamants ont permis quoi? La construction de toute la République. Le problème, c'est que les amis pensent que ce qui est dans les sous-sols appartient aux Katangais. Non. Ça appartient aux Congolais. Il faut qu'on sorte de notre esprit que des ressources minières qui se trouvent au Katanga appartient aux Katangais. Que les ressources minières qui se trouvent dans les nord Kivu, dans les sud Kivu, appartient aux Kivusiens. Ça appartient à la République. Donc, c'est une manière, en tout cas, erronée de voir la République. C'est une approche, comme j'ai dit, c'est une approche régionaliste. Ce n'est pas une approche nationaliste. Le Katanga aujourd'hui, si on les prend dans son ensemble, c'est une des provinces, si on le prend dans son ensemble, c'est un des coins les plus développés de la République. Contrairement à Kikwiti, contrairement au Bandundu, contrairement au Kasaï, contrairement à l'Équateur. Donc voilà. Donc il ne faut pas que les amis pensent que ce qui se trouve dans les sous-sols katangais leur appartient exclusivement. On finit. Donc voilà. On fait un récapitulatif de ce qui s'est passé aujourd'hui au Parlement. On finit en tout cas dans 5 minutes. Chris Mukendi, aujourd'hui, comme on avait parlé déjà au début de cette émission, le congrès a été reporté. On ne sait même pas les reports, c'est pourquoi on a dit une date ultérieure. Mais qu'est-ce que les Congolais qui viennent de nous capter en ce net moment pourraient en tout cas retenir de ce qui s'est passé ce matin au Parlement? Les reports, jusqu'à présent, aucune information, aucun communiqué officiel pour dire que non, c'est sur base de ça, pour telle raison, ni le Sénat, ni l'Assemblée nationale. Selon les informations, on dit qu'il y a des guerres entre Mbosso et Bati. Mbosso veut placer son homme, Bati également veut placer son homme et on ne se met pas d'accord. Chris Mukendi, c'est ça le problème ou non? Et quel est le message que vous devriez lancer à l'opinion qui suit de près ce qui se passe au niveau du Parlement? Puisque l'émission est une émission pédagogique, et les Congolais devront retenir ceci.
que 3 juges de la Cour constitutionnelle proviennent du Parlement. Et notre Parlement est un Parlement bicaméral. Donc ça veut dire Assemblée nationale et Sénat. Si les juges sont désignés, ils doivent provenir de 2 chambres, Assemblée nationale et Sénat. Les Congolais doivent retenir aussi qu'à l'époque d'Obem Inaku et Kengo, on avait déjà désigné les 3 juges. 2 à l'Assemblée nationale et 1 au Sénat. Et que le remplacement qui devrait être effectué aujourd'hui, c'est le remplacement du juge décédé qui provenait du Sénat. En toute logique, s'il faut les remplacer, ça doit être par un autre sénateur qui est juriste ou magistrat. Donc voilà. Malheureusement, comme j'ai dit, j'ai à parler de ce banditisme institutionnel qui veut s'installer. L'Assemblée nationale, qui a déjà 2 juges à à la Cour constitutionnelle, veut en rajouter un 3e qui provient encore de l'Assemblée nationale, alors que ce juge qui est décédé était sénateur, il doit être remplacé par un autre sénateur. Donc nous considérons que si la crise persiste, le président de la République devra arbitrer à ces conflits politiques nés de l'incompréhension et du manque de lucidité du président de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Chris Mukendi. Et à la population, vous pourriez dire quoi? La population doit faire quoi? La population observe. Donc je crois qu'il n'y a pas de feu en la demeure. Et je crois que d'ici 48 heures, la situation sera résolue. Merci beaucoup Chris Mukendi. C'en est fini en tout cas pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un prochain direct. En tout cas, nous allons continuer à fouiner les informations pour savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Je pense que j'ai des articles ici. Je vais en tout cas essayer un peu de peaufiner encore des recherches pour établir qu'est-ce que le droit dit. Je pense que je pourrais avoir même 2 juristes pour essayer d'analyser également cette question. Apparemment, il se pose un vide juridique parce que là, on est en train... On est resté au niveau de la pratique parlementaire avec Chris Mukendi depuis 2015 où les parlements désignés, l'Assemblée nationale a envoyé 2 et le Sénat 1 membre. On est en train en tout cas je vais chercher des juristes pour essayer un peu d'avoir beaucoup plus d'éclaircissement. Merci beaucoup à Chris Mukendi qui est secrétaire national adjoint en charge de la propagande au niveau de l'AFDC. Aujourd'hui le plateau a été inondé, Arba Munkoulou est là, CCU, Maître Junior Bakoki est là. Merci beaucoup à Réveil, merci à Belgodor, merci à Fia Lungela, les rediffusions de cette émission à 22 h juste et puis à 1 h juste aux antennes des Perfect Télévision Relais YouTube, Peter Tiani, RDC, les présidents en tout cas, selon nos dernières informations, ce jour au niveau des Burundi, on ne sait pas si le président va rentrer quand. Jusqu'à présent, et également les Congolais se posent la question sur les calendriers électoraux, on ne sait pas. Les discussions pour la loi électorale se poursuivent toujours au niveau de la commission PAJ. En tout cas, il y a beaucoup d'actualités. Nous y reviendrons avec beaucoup de détails forts.